programme vous est offert par Illico Cash. Tension entre Kinshasa et Kigali au sujet de la guerre qui sévit dans l'Est. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU a été reçu par le chef de l'État. Les deux personnalités ont tablé sur la résolution 2773 des Nations Unies qui n'est pas encore appliquée. Cette guerre est à la base de la crise humanitaire de grande ampleur à la frontière entre la RDC et le Burundi. Se réfugiant dans un stade de Burundi, ces Congolais vivent dans des conditions précaires. En marge de la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire, 15 partis de l'opposition se sont réunis au sein de la coalition pour l'alternance pacifique. Cette alliance historique aura-t-elle des épaules aussi larges pour faire pression sur le parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix? Nous en saurons davantage dans les mois à venir. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. À la cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a accordé une audience à Wang Zia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs, en tournée dans quelques pays de la région avant la tenue à New York d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée exclusivement sur la situation de crise en République démocratique du Congo. Le 4 avril prochain, le Conseil de sécurité des Nations Unies va tenir une importante réunion à New York consacrée exclusivement à la situation qui prévaut à l'est de la RDC. En prévision de cette importante réunion, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, M. Wang Zia, est en tournée dans quelques pays de la région. Reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, M. Wang Zia a expliqué l'objet de sa mission au chef de l'État qui a fait à son tour sa lecture de la situation actuelle jugée très préoccupante. Au cours de cette même audience, M. Wang Zia a réitéré la volonté des Nations Unies d'accompagner la République démocratique du Congo dans la recherche d'une paix durable au regard des atrocités que vivent au quotidien les populations des provinces du Nord et Sud Kivu. Nous avons une situation de crise très inquiétante avec les dernières évolutions qui a aggravé encore davantage l'instabilité dans la région des Grands Lacs, notamment à l'est de la RDC. Avant d'aller à New York pour participer à une réunion du Conseil de sécurité consacré à la région des Grands Lacs, qui aura lieu le 4 avril prochain. Pour le haut fonctionnaire des Nations Unies, l'enjeu immédiat consiste à relever le défi de la désescalade sécuritaire occasionnée par la coalition AFC M23 parrainée par le Rwanda. C'est une occasion importante pour contribuer à la désescalade des tensions actuelles et après parler des dossiers plus globaux, plus substantiels. Par ailleurs, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs s'engage à poursuivre ses bons offices et à soutenir les deux processus de paix en cours, celui de Luanda et de Nairobi. Réunion en huis clos, des membres du Conseil de sécurité ont ce jour enfin de discuter de la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. La France a demandé la tenue de cette réunion avant celle du 4 avril 2025. Le secrétaire général adjoint aux opérations Jean-Pierre Lacroix devrait informer aux membres du Conseil de sa visite du 27 février au 1er mars en RDC. La visite de Lacroix fera suite à l'adoption le 21 février de la résolution 2773 qui souffre d'application jusqu'à présent. Le tandem Sanko-ECC continue de ratisser l'arche. Cette fois-ci, les pères spirituels se sont rendus chez João Lourenço, président angolais et président en exercice de l'Union africaine. Ils ont échangé autour du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC. Le chef de l'État angolais a salué vivement l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et a promis son soutien à l'initiative de sa double qualité
qualités de président de l'Union africaine et de l'Angola. Les duos et CC5 continuent son périple. Ils ont accosté cette fois-ci en Angola, où ils ont été reçus par le président angolais et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço. Lors de cette rencontre, il a exprimé un soutien appuyé à cette initiative, soulignant l'importance de sa double qualité, des présidents de l'Union africaine et voisins immédiats et frères pays de la RDC. Le président Lourenço a fait part de son espoir que ce pacte puisse aboutir à la constitution d'un front commun, moral et scientifique, regroupant les forces vives intellectuelles, spirituelles et politiques de la région. Les échanges avec les présidents en exercice de l'Union africaine se sont principalement centrés sur l'intégration de l'initiative du pacte social pour la paix, portée par l'Église catholique et protestante comme un levier national complémentaire au processus de Luanda et de Nairobi. Ces derniers, fusionnés sous le leadership du président Lourenço, visent à offrir une réponse cohérente aux défis de la RDC. Bien avant cela, le prélat ont échangé ce dimanche 9 mars 2025 avec le ministre angolais des Affaires étrangères. Une discussion de 3 heures qui a permis de faire avancer la réflexion sur l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, tant pour la RDC que pour l'ensemble de la région de Grand Lac. Avant cela, la délégation de la CENCO avait été reçue par d'autres chefs d'État influents de la région, tels que Paul Kagame, principal agresseur de la RDC, William Ruto, président du Kenya et de la communauté de l'Afrique de l'Est, Yoweri Museveni de l'Ouganda, ainsi que Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Tous ont exprimé leur soutien à une convergence des accords de Luanda et de Nairobi autour du pacte social, soulignant l'importance d'une démarche unifiée pour la paix et la stabilité régionale. Il s'est de noter que la délégation de prélats catholiques et protestants portant cette initiative se compose de Monseigneur Fulgence Muteba, président de la CENCO, André Mukondoa, président de l'SCC, Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, et révérend Erin Tsenga, secrétaire général de l'SCC, accompagné par l'honorable Didier Moumengi, coordonnateur général du secrétariat technique. Au moins 63 000 personnes fuyant les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo, où les conditions d'accueil se sont réfugiées au Burundi, où les conditions d'accueil sont désastreuses. 45 000 réfugiés s'entassent dans un stade à Rugombo, à quelques kilomètres de la frontière avec la RDC. Il s'agit de la plus grande vague migratoire que Bujumbura connaît depuis des décennies. Les appels à l'aide humanitaire se multiplient face à l'insuffisance de moyens apportés par les nations. À quelques kilomètres de la frontière congolaise, le stade de Rugombo au Burundi est devenu un refuge de fortune pour des milliers de personnes ayant fui la guerre dans les Kivu. Sans abri, sans eau potable et avec un accès limité à la nourriture, ces réfugiés vivent dans une grande précarité. Les femmes et les enfants particulièrement vulnérables tentent de survivre sous les soleils accablants le jour et dans un froid glacial la nuit. Les équipes humanitaires, bien que débordées, se forcent de recenser les arrivants afin d'organiser leur prise en charge. Une tâche d'autant plus complexe que nombreux d'enfants ont été séparés de leurs parents dans la précipitation de l'exode. D'après les Nations Unies, environ 63 000 personnes ont fui l'est de la RDC vers le Burundi depuis janvier. Un afflux massif qui met les infrastructures locales en rude épreuve. Les autorités burundaises peinent à gérer cette situation. Pour la porte-parole régionale du Haut-Commissariat aux réfugiés HCR dans les Grands Lacs, la situation est catastrophique, mais les ONG et agences onusiennes redoublent d'efforts pour leur venir en aide. Cependant, les financements manquent cruellement. Face à cette crise, l'ONU a lancé un appel aux dons pour tenter de réunir 40 millions de dollars américains, une somme destinée à soutenir les réfugiés non seulement au Burundi, mais aussi en Tanzanie, où l'afflux des déplacés s'intensifie également. Une sonnette d'alarme a donc été tirée vers l'État congolais qui a la responsabilité de faire le suivi du traitement de siens qui sont en train de fuir la guerre. Le gouvernement est appelé à prendre les mesures urgentes pour répondre à cette situation combien alarmante. Les hauts cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, parti cher à Joseph Kabila, dont Emmanuel Ramazani Shadari, Aubin Minakou, Ferdinand Kamberi ont quitté l'auditorat militaire en homme libre hier après une audition pendant de longues heures sur leur présumé lien avec la rébellion du M23. De nombreux militants du PPRD étaient venus soutenir leurs autorités du parti.
En marge de son séjour dans la ville sainte de Jérusalem en Israël, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé avec Inanit Koltai, président de l'agence israélienne de développement Mashav, agence dépendante du ministère israélien des Affaires étrangères. Au menu, les possibilités d'une coopération bilatérale entre les deux pays, spécialement en matière de développement du secteur agricole et de renforcement des capacités. Le Mashav est l'organisation responsable de la conception, de la coordination et de la mise en œuvre des programmes de développement et de coopération internationale d'Israël à travers le monde, en particulier dans les pays en développement. À travers une présentation, la directrice du Mashav a exhibé à la délégation congolaise l'expertise de l'agence israélienne de développement dans plusieurs domaines susceptibles de booster la République démocratique du Congo vers l'orbite du développement. L'accent a été mis sur l'agriculture qui renforce 50% de l'exportation israélienne. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a fait savoir que ce domaine est très intéressant pour la RDC qui, grâce à l'expertise israélienne, pourrait faire valoir sa potentialité agricole avec ses 80 millions de terres arables et 40 millions de terres irrigables. Merci beaucoup pour cette démonstration de recherche. Pas de doute qu'Israël est parmi les leaders au niveau du monde. C'est pourquoi nous avons dit qu'avec le potentiel que nous possédons en République démocratique du Congo, en termes de terres et ressources humaines, mais qu'il faut recycler, nous pensons que si nous faisons une coopération, ensemble nous pouvons sauver le monde. Avec notre savoir-faire respectif et notre ouverture à la coopération, les terres du Congo peuvent produire pour 2 milliards d'individus. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a salué l'exploit israélien en matière agricole. Il a par ailleurs exprimé le besoin de voir les scientifiques congolais être formés dans cet institut et des scientifiques israéliens venir renforcer les capacités des scientifiques congolais dans différents centres de recherche agricoles en République démocratique du Congo. Pour résoudre le problème lié aux embouteillages à Kinshasa, Daniel Bumba est sur tous les fronts, que ce soit la construction ou encore la réhabilitation de plusieurs artères ou encore les taxis fluviaux. Accompagné du coordonnateur de projet de l'extension de la ville, le gouverneur de Kinshasa a expérimenté cette possibilité via une randonnée sur le fleuve Congo de la commune de Gombe à Maluku. Dans quelques semaines, 22 taxis fluviaux seront mis en circulation avec une capacité de 50 000 personnes par jour d'après l'hôtel de ville de Kinshasa. Dans le but de remédier aux embouteillages auxquels est confrontée la ville de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba a souligné l'urgence d'ouvrir la voie fluviale par la mise à disponibilité dans les prochains jours des taxis fluviaux. Ce lundi 10 mars 2025, l'autorité urbaine a effectué une randonnée sur le fleuve Congo allant de Majestic River dans la commune de la Gombe à Ntelebambo à bord d'un bateau à seulement 30 minutes pour la distance estimée à plus de 10 km. Accompagné du coordonnateur du projet de l'extension de la ville vers Maluku, le gouverneur voulait s'assurer que toutes les disponibilités, notamment sécuritaires, sont garanties avant le grand début de ce projet. Satisfait, le premier citoyen de la ville a invité les Kinois à s'approprier de cette initiative salvatrice. De l'extension de la nouvelle ville de Kinshasa. Donc ici nous avons expérimenté ce taxi fluvial. Alors j'assure à la population quinoise, c'est une possibilité qui pourra nous aider à optimiser davantage la mobilité urbaine. Donc je vais vous dire que de ce trajet, nous avons quitté le centre-ville au niveau de Majestic. Nous sommes arrivés jusqu'au port de Kinkole à moins de 30 minutes. Vous voyez, ce qui signifie que nous aurons la longue moins d'embouteillage. Nous allons emprunter cette voie pour la mobilité, mais également pour la jonction de l'extension de la ville. Pour sa part, le coordonnateur du projet d'extension de la ville de Kinshasa, Thierry Katembwe, a souligné que ce projet se veut rassurant en termes de timing, de sécurité, de confort psychologique et physique. Entièrement étudié, il va révolutionner la vie des Congolais en général et des Kinois en particulier. C'est un projet qui a le but de pouvoir à la fois désengorger, à la fois promouvoir la destination à Maluku en passant par toutes les autres communes. Donc c'est assez rassurant. Dans quelques semaines, au total, 22 taxis fluviaux seront mis en circulation pour plus de 50 000 personnes par jour.
La Fondation Calix Mounana, ministre de Veuves, Orphelins et Personnes vivant avec handicap, a célébré la femme le 8 mars dernier dans un contexte particulier, celui de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour la circonstance, les veuves de militaires, de policiers se sont réunis pour adresser leurs prières en faveur du chef de l'État, Félix Tshisekedi, des FARDC, du groupe Autodéfense de la Patrie, les Wazalendo, ainsi que pour toutes les institutions. En ce 8 mars 2025, le siège de la Fondation Calixte Mounana, ministère des veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, siège de Kipushi, a été prise d'assaut par les veuves des militaires, les veuves des policiers et les jeunes filles pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme, placée sous le thème « La femme congolaise au centre de toutes les ambitions ». L'heure n'est pas à la fête pour les veuves de la Fondation Calixte Mounana, ministère des veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, qui se sont réunis, non pas pour célébrer, mais pour prier. Dans le silence et la faveur, elles ont tenu à rendre hommage aux victimes de la guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda. Le noir pour le deuil, le rouge pour symboliser le sang versé. Ce rassemblement a été un cri silencieux contre les atrocités commises au nord et au sud Kivu. Dans ce moment de recueillement, s'élève une prière pour la paix, une prière pour le retour de la sécurité en République démocratique du Congo, une prière pour les forces armées congolaises et leur commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo face à cette agression extérieure. Le président de la République, Baba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gouvernement yote, la armée yote. Après un temps de louange et d'adoration, la révérende Mujinga de l'Église méthodiste unie prend la parole dans un message rempli de foi et de détermination. Elle exhorte les veuves à ne pas baisser les bras et rappelle le pouvoir de la prière en période de crise. Tunalombea wale wote weko Kugoma, Kubukavu, Nord Kivu, Kusud Kivu, Manyema yote. Tunaendelea kubaleta katika mikono yako Bwana wa salama. Nyongosha mkono yako yulu ya kila mmoja na mmoja. Salama irudie. Pour finir, un geste symbolique fort à l'unisson. Les veuves des militaires, les veuves des policiers allument des bougies, incarnation de la lumière et de l'espérance. Un message puissant envoyé au monde. La paix est un droit, elle doit être restaurée en République démocratique du Congo. Le sang a coulé suffisamment. Maintenant, nous voulons la paix durable dans notre pays. 300 femmes dont l'âge varie entre 18 et 50 ans participent depuis le 1er mars dernier à un projet dénommé Vroom Mama à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, une initiative du Centre d'éveil de la femme qui vise l'autonomisation de la femme par l'apprentissage des différents métiers. Le 1er mars 2025, marquant les débuts du mois relatif aux droits des femmes, un projet ambitieux dénommé Vroom Mama a été lancé à Lubumbashi. Initié par les centres d'éveil de la femme, ce programme vise à autonomiser plus ou moins 300 femmes âgées de 18 à 50 ans en les formant à la conduite des véhicules légers et d'engins lourds. C'est dans cet esprit que nous avons conçu Vroom Mama. Vroom Mama, un projet audacieux qui vise à transformer la place des femmes dans les secteurs traditionnellement masculins. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, plus de 60% des femmes assurent les responsabilités financières et éducatives de leur foyer. C'est le ministre provincial des Finances, représentant le gouverneur, qui a officiellement donné le coup d'envoi de Vroom Mama. À l'INPP, les participantes ont présenté leur première réalisation sous les regards attentifs des autorités provinciales et des partenaires du projet. Vroom Mama, c'est bien plus qu'une simple formation. C'est une réponse concrète du Centre d'éveil de femmes aux défis sociaux et économiques auxquels sont confrontées les femmes de Lubumbashi et du Haut-Katanga. Nous ne devons pas seulement commencer le monde du travail, le monde professionnel, sans pour autant avoir un certain niveau intellectuel. C'est ce que je peux dire. Et à partir de ces tests, nous serons évalués. Ensuite, nous allons passer à la seconde étape pour la formation.
Ce projet ambitieux a pu voir le jour grâce au soutien des partenaires engagés tels que la FEC, Enabel, les centres des ressources du Haut-Katanga et l'INPP. Dans le mois à venir, ces femmes qualifiées viendront renforcer les rangs des industries minières du Grand Katanga, un secteur clé de l'économie locale. Dans le reste du continent, à 7 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, est-ce un premier pas avant une candidature commune de l'opposition? Hier, 10 mars, 15 partis politiques ont annoncé le lancement d'une plateforme intitulée Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire et exigé l'organisation d'un dialogue politique. Le rassemblement CAP-CI, Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, qui a vu le jour hier lundi, a été initié par l'ancienne première dame Simone Gbagbo, présidente du mouvement des générations capables, et le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, auquel se sont jointes plusieurs figures connues de la politique ivoirienne, dont Charles Blé Goudé, Daniel Boni-Claverie et l'ancien premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, à la tête du Front populaire ivoirien. S'exprimant en qualité de porte-parole de la CAP-CI lors de la cérémonie de lancement, Simone Gbagbo a signalé que le scrutin ne s'annonçait pas sous les meilleurs auspices, celui-ci s'inscrivant dans une continuité historique faite des crises électorales générées par un système d'élection biaisé et un environnement politique délétère. Ça va être un cadre permanent, non idéologique, de concertation et d'échange des partis politiques dans l'opposition, en vue de déterminer et de mettre en œuvre des actions unitaires pour obtenir la réforme du système électoral ivoirien. Après que le courrier adressé au président de la République, Alassane Ouattara, sur un projet de dialogue politique afin de garantir une élection inclusive, transparente et apaisée sans succès, la porte-parole de la coalition d'opposition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire a jugé urgent de créer un cadre permanent et non idéologique, a-t-elle insisté, pour obtenir la réforme du système électoral ivoirien. La coalition réclame notamment la révision de la liste électorale en amont du scrutin et la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Deux des personnalités les plus influentes de l'opposition ivoirienne ne font cependant pas partie de cette coalition, l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, qui était pourtant présent au rassemblement précédent en août 2024, et le PPACI, Parti des peuples africains de Laurent Gbagbo, qui n'a pas encore rejoint la coalition pour le moment. Alors que l'élection présidentielle doit se tenir le 25 octobre prochain, le paysage politique ivoirien semble donc se diviser en 3 blocs, le camp présidentiel, l'opposition réunie dont la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire et celle incarnée par le PPA-CI de Laurent Gbagbo. Place au rappel des titres. Tension entre Kinshasa et Kigali au sujet de la guerre qui sévit dans l'Est. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU a été reçu par le chef de l'État. Les deux personnalités ont tablé sur la résolution 2773 des Nations Unies qui n'est pas encore appliquée. Cette guerre est à la base de la crise humanitaire de grande ampleur à la frontière entre la RDC et le Burundi. Se réfugiant dans un stade du Burundi, ces Congolais vivent dans des conditions précaires. En marge de la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire, 15 partis politiques de l'opposition se sont réunis au sein de la coalition pour l'alternance pacifique. Cette alliance historique aura-t-elle des épaules aussi larges pour faire pression sur le parti au pouvoir, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix? Nous en saurons davantage dans le mois à venir. Dans un instant, nous allons passer à la revue de presse. C'est avec Héritier Tamboa que nous allons découvrir d'autres journaux et d'autres titres, bien sûr. Bonjour, Héritier Tamboa. Merci beaucoup, Bédrine, et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. À la une de votre revue de presse, lutte contre les embouteillages à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba,
tente le pari de taxis fluviaux. Eh bien, Bédrine, selon lui, cette initiative devrait offrir une alternative rapide et efficace face à ces fléaux d'embouteillage. Le média congoquotidien.com nous apprend à travers son titre Kinshasa, lancement imminent des taxis fluviaux pour décongestionner les routes. Ce site d'information explique que face aux embouteillages chroniques qui embrouillent la capitale quinoise, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a dévoilé un plan audacieux, introduire des taxis fluviaux. Selon congoquotidien.com, cette annonce réalisée le lundi lors d'un test grandeur nature sur le fleuve Congo augure une révolution dans la mobilité urbaine pour les habitants de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. D'ici quelques semaines, nous apprend de son côté actualité.cd Bédrine, 22 taxis fluviaux seront mis en circulation avec une capacité d'accueil estimé à plus de 50 000 personnes par jour, marquant ainsi une avancée majeure dans l'amélioration de la mobilité à Kinshasa. D'un média à un autre, les sites d'information, Journal de Kinshasa nous laisse lire lancement des taxis fluviaux pour résoudre les embouteillages et transporter 50 000 passagers par jour. Ce média renseigne que le gouverneur a souligné hier lundi l'urgence d'exploiter la voie fluviale permettant de parcourir en seulement 30 minutes, Bédrine, les plus de 10 km séparant la commune de Gombe d'Nsele-Bambou à l'est de Kinshasa. Et on va boucler avec ce sujet sur le plan national, toujours en rapport avec la voie fluviale, mais cette fois-ci sur le côté militaire. Effectivement, Bédrine Kenge, pour le panorama, la première TV.cd qui titre la RDC a accueilli son premier patrouilleur haute mer PHMP 142, alternance pacifique du 24 janvier 2019, destiné à l'action de l'État en mer. Ces navires de guerre, Bédrine, est destiné à assurer la surveillance des côtes et limiter les intimidations de la marine des pays voisins. Cette acquisition au profit des forces armées de la République démocratique du Congo, souligne la première TV.cd, intervient dans un contexte marqué par la guerre d'agression rwandaise, et cette activité s'inscrit dans les cadres des efforts du gouvernement à assurer la protection du territoire par voie des eaux. Sécurité maritime, la RDC se dote de son premier navire militaire patrouilleur haute mer, écrit de son côté Actu Cameroun, qui estime que cette acquisition marque un tournant majeur dans l'histoire maritime du pays et ouvre des nouvelles perspectives en matière de sécurité et de protection des ressources marines. À en croire Actu Cameroun Bédrine, ces bateaux disposent d'équipements à la pointe de la technologie et d'une capacité d'import de 80 tonnes, ce qui en fait un outil de choix pour mener des opérations de surveillance, d'intervention et de secours en mer. Il est de 95 mètres de long, construit en France. Voilà qui va mettre fin à notre revue de presse de ce mardi, Bédrine Kenge. Merci Eridie Tamboa pour cette sélection. Je vous en prie. À vous tous, merci de votre fidélité à Télé 50. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.